Je suis la présidente de I4CHI Neoma BS, qui est une fédération pour l'égalité femmes-hommes au niveau de tous les établissements de l'enseignement supérieur. J'ai commencé mon engagement associatif au niveau d'une antenne locale qui s'appelle I4CHI Neoma BS. Et ensuite, j'ai réalisé que le meilleur moyen d'avoir un impact sur le mouvement qu'on mène, c'est de finalement avoir un réseau qui est beaucoup plus national. Donc du coup, à titre personnel, qu'est-ce qui m'a amené à m'engager au niveau de l'égalité femmes-hommes? C'est le fait d'avoir été tout simplement dans une école de commerce. Donc à titre d'information, j'ai commencé par une prépa littéraire qui était donc une Hippocagne-Cagne. Donc je n'avais pas du tout le même environnement social que celui que j'ai connu par la suite dans une école de commerce. Il faut savoir que les écoles de commerce aujourd'hui, bien qu'elles comprennent une certaine mixité, voire une bonne parité, ne sont pas forcément des environnements sociaux très penchés sur la question de l'égalité femmes-hommes, au sens où il existe beaucoup de sexisme ordinaire. On va le retrouver dans les rapports privés, on va le retrouver sur les questions un peu tout ce qui est public. Je pense notamment au côté associatif, où souvent dans tout ce qui est poste un peu élevé en termes de management, on a un ratio féminin qui est beaucoup moins dense. Et j'ai réalisé que c'était une vraie problématique au quotidien pour moi, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que femme, tout simplement. Aujourd'hui, la question du droit des femmes est effectivement très remise sur la table. C'est même une question qui, on ne va pas se le cacher, est instrumentalisée par les partis politiques en termes de politique nationale telles qu'on les connaît. Et effectivement, à côté de ça, on observe ce qui est, pour moi, une véritable montée des extrêmes. Concernant effectivement la manif pour tous, on a pu observer à ce moment-là une France qui se divisait. Une France qui, à la fois, était, d'une part, très conservatrice, très axée et très assise, on va dire, sur ses privilèges, et à côté de ça, une France plus libertaire, une France qui se bat pour ses droits, une France militante. Et je pense quelque part, en termes idéologiques, aujourd'hui, on traverse ce qu'on peut appeler une crise sociale, au sens où on a une société qui évolue, qui observe qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus possibles, qui sont des choses qui, à l'échelle telles qu'on les connaît nous en tant que citoyens, sont inadmissibles, qu'il faut changer, ce qui crée un mouvement de fond. Et à côté de ça, forcément, ce mouvement de fond se heurte auprès d'une idéologie qui est beaucoup plus conservatrice. Et ces espèces de vagues, finalement, relèvent d'un phénomène historique qui est plutôt récurrent. À chaque fois qu'on a observé une avancée en termes de droits des femmes, en termes de droits d'égalité, de manière générale, on a toujours effectivement une espèce de retour en arrière qui nous vient à la fois des extrêmes, du populisme, tel qu'on peut le connaître avec les extrêmes aujourd'hui, qui finalement essayent de faire une espèce de recul en arrière. Et je dirais que là où ça devient inquiétant, c'est quand cette espèce de montée des extrêmes est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, par exemple, puisque aujourd'hui c'est quand même un point central, il faut le rappeler, est un droit. C'est inscrit légalement sur tout ce qui concerne l'ensemble judiciaire législatif de la France, au-delà de l'aspect médical, qui est souvent bien discuté et qui est souvent méconnu. Et qui, en définitive, par cette méconnaissance de ce qui se passe au niveau du côté clinique, permet aux extrêmes d'instrumentaliser à travers une idéologie, par exemple, telle que pro-vie. Ça n'a pas du tout à s'appeler pro-vie. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, de ce côté-là, c'est une inquiétude qui est quand même générale. Là, en revanche, où je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et si on en parle, c'est que c'est un droit qu'on va pouvoir conserver. Mais par contre, effectivement, on doit, en tant que mouvement, de manière générale, je ne parle pas seulement de ma fédération étudiante, être vigilant sur ce qui se passe sur ces textes de loi concernant l'avortement. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, par exemple, avec l'avortement, c'est qu'il est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Qui dit que le prochain gouvernement rognera pas effectivement sur ce budget. Et de ce côté-là, effectivement, on doit rester vigilant. Et au-delà de la question d'être vigilant ou pas, ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une telle montée réactionnaire, pourquoi une telle montée des extrêmes, et l'enjeu, en définitive, pour ne pas arriver justement à une scission sociale telle qu'on l'a pu connaître avec la manif pour tous, c'est l'éducation.
c'est de rappeler pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ces droits, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puisqu'on se rend compte qu'au niveau des jeunes, très souvent aujourd'hui, le féminisme ne fait plus sens pour eux parce que, ben, quoi, on va très bien, on est à 50-50 dans beaucoup de métiers, on gagne aussi notre argent et on a le droit de vote. Sauf que justement, on oublie tout ce qui se passe en termes de trame de fond, sur les rapports et les relations sociales. Et là, de ce côté-là, il faut vraiment aller chercher du côté d'une approche sociologique et de rappeler à chaque fois, je pense, au niveau des classes, au niveau du secondaire, qu'est-ce que la montée des extrêmes finalement a apporté. Que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois qu'on a une manifestation des extrêmes, une espèce de ras-le-bol qui sert aux idéologies populistes, etc., on a toujours basculé dans une guerre. Même si on ne connaîtra pas forcément une guerre physique, une guerre civile telle qu'on la connaît, en définitive, ce qui se joue derrière, c'est une véritable guerre économique. Et sans basculer dans une idéologie d'extrême gauche, c'est le modèle finalement de la lutte des classes qui se répercute. Et ça, je pense que c'est très intéressant de le rappeler aujourd'hui. Alors, concernant les inégalités salariales, je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, elles sont très décriées, puisque c'est finalement l'indice le plus révélateur de ce qui se passe en termes d'égalité femmes-hommes aujourd'hui sur la France, puisqu'on parle quand même de la sphère qui est professionnelle, donc publique, et normalement, dans cette sphère publique, justement, on devrait arriver aujourd'hui à une véritable égalité femmes-hommes. Après, je pense qu'il est très important de nuancer concernant les inégalités salariales, c'est que, dit comme ça, les femmes gagnent moins que les hommes, en définitive, ça ne veut plus rien dire. Et c'est souvent le problème quand on veut essayer d'en discuter avec des jeunes, c'est qu'ils vont dire « Quoi, comment ça ?» Mais c'est vrai. Et ils vont presque contester une réalité qui, finalement, a besoin d'être détaillée. C'est-à-dire que quand on comprend inégalité salariale, on sous-entend souvent aussi tout le contexte qu'il y a derrière, qui est celui des inégalités professionnelles en matière de genre, et de manière générale. Parce que, encore une fois, il y a des professions qui sont beaucoup plus masculinisées, d'autres qui sont beaucoup plus féminisées, hein, que ce soit infirmière, sage-femme, femme de ménage. Bon, les fameux stéréotypes ou la secrétaire. Et c'est des stéréotypes de langage qui révèlent souvent une réalité économique et qui finalement perpétuent une inégalité sociale, économique et professionnelle. Ce qui fait qu'effectivement, une fois qu'on se retrouve sur le papier, en termes de chiffres, la différence est criante. Par contre, derrière, effectivement, quand on dit inégalité salariale, il faut remettre en contexte encore une fois, puisque on va forcément comparer en fonction de métiers qui sont beaucoup plus masculinisés, de professions qui, de manière générale, gagnent plus, mais aussi derrière prendre tout ce qui concerne la question du temps partiel, beaucoup plus de femmes en temps partiel. Il faudrait se demander pourquoi, comment le résoudre. Parce que finalement, pourquoi une telle inégalité salariale? C'est que derrière cette inégalité salariale, il y a aussi l'enjeu finalement du congé maternité. Et encore une fois, vous remarquerez que j'ai dit congé maternité et pas paternité. Parce qu'un congé paternité est très mal vu, et c'est encore le cas dans beaucoup de grosses boîtes, où un père, puisqu'ici on parle quand même du statut de privé, va mentir sur le congé paternité parce que ce sera mal vu auprès de son patron de partir pour aller pouponner. Parce que, encore une fois, on est dans le stéréotype ordinaire qui consiste à dire que c'est la femme avec son instinct maternel qui doit s'occuper de l'enfant. Et un père, c'est pas un papa poule qui doit pouponner, il doit ramener de l'argent pour sa famille. Voilà, on est encore une fois, dans un contexte de société patriarcale derrière ces questions-là. Mais un modèle qui tend tout de même à changer, puisque il faut observer que au niveau des classes plus trentenaires ou même avant, maintenant, là, des nouvelles personnes qui rentrent au niveau du monde du travail, on a quand même des inégalités salariales qui tendent à s'équilibrer, qui tendent à disparaître. Pas dans tous les milieux, mais d'une certaine manière, oui. Après, concernant le congé maternité, l'idéal, si on voudrait arriver aussi à combattre les inégalités salariales de ce côté-là, serait tout simplement, finalement, d'imposer une espèce de 50-50 entre le congé paternité et le congé maternité. Parce que si je prends un foyer, c'est-à-dire vraiment une cellule familiale au sens un père, une mère qui ont un nouvel enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on reçoit un congé maternité, c'est en moyenne, si je ne me trompe pas, et de témoignage, c'est 400 € par mois. À présent, si votre homme gagne plus que vous, ça sera beaucoup plus rentable, effectivement, que ce soyez vous qui prenez la responsabilité de l'ensemble du congé maternité.
et non pas votre mari, qui du coup continuera à travailler. Et en agissant comme ça, on agit finalement par enjeu économique, mais on continue à perpétuer un modèle social inégalitaire, puisque derrière, sur un entretien d'embauche, avec tous ces problèmes de départ pour congé maternité, vous vous retrouvez avec une personne au niveau des ressources humaines qui vous dit « mais qui me dit que si je vous emploie, vous n'allez pas faire un enfant d'ici 3-4 mois ?» Bon, dans ce cas-là, par sécurité, je préfère employer un homme. Voilà. Voilà le problème aujourd'hui en termes de réalité économique. Maintenant, si on impose une partie du congé maternité et une partie du congé paternité, on va effacer finalement cet enjeu économique, ce problème, et on va forcément rétablir au niveau de la balance en termes d'égalité salariale. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à Trump? Tout simplement parce que on a une majorité de médias qui étaient contre, et à partir du moment où vous médiatisez une personne, même si vous essayez de la médiatiser négativement, finalement vous lui donnez de l'influence. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui m'inquiète le plus. En France, ça va être par exemple sur Marine Le Pen. Marine Le Pen se dit féministe. Marine Le Pen est diabolisée, surmédiatisée, donc en définitive, même si a priori elle n'est pas aimée, elle est populaire, il faut le dire. Elle est populaire. Elle est populaire et elle se dit féministe. Elle joue sur un double discours qu'on connaît, qui est le populisme. Et à côté de ça, au niveau européen, le FN vote une loi anti-égalité femmes-hommes. Ça, il faut vraiment le souligner. Et vraiment, c'est des choses à rappeler parce que si on prend Trump, il a été soutenu par des femmes qu'on appelle les Trumpettes quand même, qui sont des femmes riches, les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, enfin vraiment ce modèle-là. Et derrière la question de l'antiféminisme, du sexisme de Trump, qui a été vraiment instrumentalisé par les médias, mais qui quelque part est aussi réel, il y a l'enjeu finalement d'une reproduction d'une classe sociale qui s'assied sur ses droits et qui décide de rester dessus. Et ça ne dérange pas tout le monde. Effectivement, ça ne dérange pas les fameuses Trumpettes qui sont pourtant des femmes et qui font partie d'un électorat et des militantes de Trump, même si derrière, effectivement, là où je trouve ça très inquiétant, c'est que c'est un modèle politique profondément rétrograde. Rétrograde, comme on peut le voir par exemple au Texas, où on a un véritable recul en termes de droits des femmes. Que ce soit au niveau de l'avortement, que ce soit au niveau de la protection des violences faites aux femmes. De ce côté-là, il y a vraiment une inquiétude et j'espère qu'on n'arrivera pas au même problème en France.